cette élection. Tiens, aide-moi pour la touche finale, Léon. À mon avis, le résultat va être décoiffant. Alors? Ouah, t'es vraiment horrible, hein. Horriblement belle. Oh, mon Sansune, si tu savais, pour toi je ferais n'importe quoi. Bon, c'est vrai qu'elle est plus moche, mais c'est pas encore ça. Là, je crois que c'est bon, on peut y aller. En route pour la gloire. Enfin, je veux dire pour la soirée la plus branchée de la galaxie. On est à la bourre, accrochez vos boyaux, ça va remuer. Non mais ça va pas. Comment t'arrives à te faire inviter dans des soirées aussi loin? C'est moi, dès que c'est branché, je suis au courant. Et moi, pas lavé depuis la dernière explosion solaire. Et moi, quand louché, moi, roté. Qu'est-ce qu'on fait exactement là? En fait, c'est une tradition. Avant chaque soirée branchée, les invités doivent se présenter devant les journalistes. Candidat suivant, Nicoline, de la planète Terre. C'est à toi, c'est à toi. Et t'oublie pas de leur faire ton sourire le plus moche. Enfin, je veux dire le plus beau. Et surtout, n'hésite pas à postillonner. Bonjour, je m'appelle Nicoline, je suis en CM2 et je suis très contente de m'être fait super belle pour vous. Non, elle a dit super belle, mais en fait, elle voulait dire super moche. C'est l'émotion, hein. Dis-leur que c'est l'émotion. Mais regardez-le comme il est moche avec ses deux yeux symétriques et ses horribles poils jaunes sur la tête. Oh non. Quelle horreur. C'est lui notre gagnant. Oh, quelle modestie, mon Sansounet. Tu m'avais jamais dit que t'étais une star dans la galaxie. Tu m'appelles encore une fois, Sansounet, et je t'envoie mon avocat. Tu m'avais promis une étoile, pas un prix tout pourri. Vous êtes vraiment bizarres, les terriens. Moi, je trouve que cette année, le prix est franchement balèze. Je suis dégoûté. Quelle vie de crotte. Bientôt dans Ludo. Captain Biceps. Non. Maman. Ça va comme vous voulez, Captain? Tous les après-midi dans Ludo, il y a un drôle de Titeuf. C'est un cadeau des extraterrestres. Youpi! Les extraterrestres, ils sont plutôt dans Stormox. Même si on en retrouve parfois dans Batman, l'Alliance des héros. En tout cas, les séries OVNI sont dans Ludo sur France 4. Tout de suite après la pub, retrouve le professeur Gamberge dans Ludo. Pour bien grandir. Ne mange pas Trop gras. trop sucré. Trop salé. Les céréales Nesquik, rien que ça de frais. Waouh, ça a l'air trop bon. Et tellement chocolaté. Quand les céréales transforment ton lait en chocolat Nesquik, attrape ta cuillère et... Céréales Nesquik, le vrai goût du chocolat Nesquik dans tes céréales et dans ton lait. Collectionne vite les stickers Panini de la Coupe du Monde de la FIFA 2010 et vis des instants magiques avec les plus grands joueurs de la planète foot. Les stickers de la Coupe du Monde de la FIFA 2010 sont disponibles chez ton marchand de journaux et en grande surface. Une collection Panini. En ce moment chez Quick, retrouve Iron Man dans ta Magic Box. Rendez-vous chez Quick. Twinkle Toes, les nouvelles Skechers débarquent. Twinkle Toes, vois ça briller.
Gentle Toes, une nouveauté Skechers. Je suis une carie. Je vais attaquer une dent de votre fille. Elle va avoir mal. Ne rêvez pas, les problèmes dentaires ne préviennent pas. L'assurance maladie offre aux 6-18 ans des rendez-vous de prévention chez le dentiste. L'assurance maladie. Pour être en forme, Évite de grignoter. Dans la journée. Ludo continue. 5, 4, 3, Ludo, vacances. Bientôt dans Ludo. Captain Biceps. Non. Maman. Ça va comme vous voulez, Captain? Ce midi dans Ludo. Auprès de Madame de Fleurville, Sophie a trouvé la famille dont elle avait tant besoin. Oh, j'ai une idée. Si on faisait une grande fête ce soir, avec une illumination. Au moins, avec elle, on ne s'ennuie pas. L'imagination adoucit les malheurs de Sophie. Ce midi dans Ludo sur France 5. 5, 4, 3, Ludo. Et maintenant, joue au grand jeu France 3 en répondant à la question suivante. Combien y a-t-il de lettres dans le mot Ludo? Tu pourras peut-être gagner la figurine électronique d'Iron Man, la moto et le quad Iron Man. Pour répondre, connecte-toi sur france3.fr. Bonne chance sur France 3 avec les jouets Iron Man. Avec eux tous, c'est pas de secret. C'est pas sorcier tout de suite sur France 3. on va prendre l'antenne. Les températures de cet après-midi, 20 degrés à Brest. La Floride est passée par la pluie de serpents géants, l'État. C'est dingue quand même. Il s'appelle Patrick Joix, qu'est-ce qu'il fait au... C'est le pote de Jean-Philippe. Au menu de l'émission de ce soir, Charles Aznavour en mémoire du zinc. France Télévisions nous ressemble. France Télévisions nous rassemble. Côté maison change de formule. Retrouvez-nous désormais les lundis, mardis, jeudis et vendredis en compagnie des meilleurs spécialistes en décoration et aménagement d'intérieur. On peut faire des économies, on n'a pas besoin d'être un professionnel et on obtient ça. Conseils, astuces, n'ayez plus peur de vous lancer. Pour se sentir bien, on ne cultive jamais trop son côté maison. Cultivez votre art de vivre dans Côté Maison. Du lundi au vendredi à 10h05 sur France 3. Le savoir accessible à tous, c'est dans C'est pas sorcier avec le fonds Maïf pour l'éducation. Retrouvez les extraits de C'est pas sorcier sur france3.fr. Le savoir accessible à tous, c'était dans C'est pas sorcier avec le fonds Maïf pour l'éducation. De ville en campagne, de destin en passion, des histoires et des vies, tout de suite sur France 3. Mademoiselle, t'es charmante, ça te dirait une glace à la menthe. Pays pas intéressé. Tu fais trop pitié, tu me saoules, vas-y par la maman. Adieu le franc, bonjour l'euro. Ça veut dire oublie-moi. C'est ça la nouvelle scène française. Les années 2000, encore plus folles que tout ce qu'on avait pu imaginer, dimanche sur France 3. Le samedi 8 et le dimanche 9 mai, en France et dans toute l'Europe, plus d'une centaine d'opéras ouvrent leurs portes pour vous. Accessoiristes, artistes, décorateurs, peintres, machinistes, maquilleurs, perruquiers,
costumiers, le temps d'un week-end, dans les coulisses, sur scène ou dans leur atelier, venez les rencontrer. N'oubliez pas, le samedi 8 et le dimanche 9 mai, tous à l'Opéra. Qui dit sauver la Terre, dit sauver les mers, les océans, avec tout ce qui vit dedans. C'est l'une de mes plus grandes fiertés, avoir stoppé la carrière de l'un des plus célèbres baleiniers pirates. Qui dit sauver la mer, dit sauver ce que les hommes ont construit sur la Terre. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la mer? Eh bien, tout ce dont on aura besoin demain pour pouvoir vivre pleinement. C'est-à-dire qu'il y a une harmonie nouvelle à trouver. La mer a besoin des hommes, les hommes ont besoin de la mer. La mer vue du ciel, ça vaut plus que le coup d'œil. Demain à 20h35 sur France 3. Retrouvez Vue du ciel sur France 3 avec Yves Rocher. La Gironde, le plus grand estuaire d'Europe, commence là où les eaux de la Dordogne et de la Garonne se mêlent en un perpétuel affrontement avec l'océan. De tout temps, des marins rompus aux difficultés de la navigation locale ont prêté assistance aux bateaux en les pilotant sur l'estuaire, parfois au péril de leur vie. Aujourd'hui, malgré le secours des instruments modernes, les risques demeurent et les pilotes sont toujours présents pour accueillir et guider les navires. Quand on vient de l'océan, la BXA est la première bouée sur la route de Bordeaux. C'est une bouée d'atterrissage. BX pour Bordeaux, A pour atterrissage. Située à quelques 20 km du phare de Cordouan, elle marque l'entrée du chenal. C'est à hauteur de cette bouée, loin du regard des terriens, que les bateaux descendant la Gironde débarquent leurs pilotes avant de gagner la haute mer. Et c'est là aussi que les pilotes vont servir les navires remontant l'estuaire et les conduire à bon port sur cette voie maritime que l'on appelle le rail de Bordeaux. En un va-et-vient incessant, les pilotes revivent chaque jour la même aventure depuis des siècles, face aux pièges de l'embouchure et ceux de la rivière, comme les marins d'ici nomment la Gironde. Bon, c'est bon. Ok, Sarnowski. Yeah, so you can give the best speed as soon as possible.
Sur les dangers de l'estuaire, Christian Maussan, marin au pilotage pendant 22 ans, a un point de vue sans équivoque. Ah oui, l'estuaire est très dangereux. Moi d'ailleurs, je m'insurge contre les gens qui font actuellement de la plaisance et qui vous disent « Oh, la rivière de Gironde, c'est pratique, c'est facile. » Non, 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 non. La rivière de Gironde, comme l'entrée de l'estuaire, c'est très dangereux. D'abord, nous avons des rochers du côté Cordouan, ce qu'on appelle les battures de Cordouan. Nous avons le banc de la Mauvaise, qui porte bien son nom. Nous avons la passe où la mer rentre énormément. J'ai vu des creux de 13 à 14 mètres, des courants violents, et partout c'est dangereux. Un petit navire qui tombe en travers d'un ouvrage, même en rivière, bon, suivant comment il tombe en travers, il peut chavirer, il peut se crever, il peut couler. Les courants en vivo amènent 5 ou 6 nœuds de courant, ce qui ne permet pas à un homme de pouvoir nager ni de se rattraper. Si, la rivière de Gironde est très dangereuse. Donc pour les marins qui arrivent dans l'estuaire de la Gironde, on a une côte véritablement inhospitalière. Il faut bien se rendre compte que l'estuaire est très restreint pour ses passages navigables. Donc les navires ont tendance à être rapidement drossés à la côte. La plupart des naufrages ont vraiment marqué les populations locales au point parfois de donner le nom du naufrage à un lieu. Je pense au Galon d'Or, la Pointe Espagnole, la Pointe du Rhin. Donc là, on a une carte qui date de 1813, et une carte très intéressante puisqu'elle donne une perspective assez originale de la côte saintongeaise maritime, avec des bancs de sable qui bougent sans cesse. Donc imaginez bien que les navigateurs qui sont en difficulté ont très peu de zones d'appui ou de refuge. On passe le cap pour s'engager le long de l'embouchure de la Gironde en passant par le banc de la Mauvaise. Là encore, le banc de la Mauvaise, le nom n'est pas innocent. C'est un des bancs les plus dangereux de l'estuaire de la Gironde. Des hauts fonds, là encore des bancs de sable qui bougent sans cesse, des bancs énormes. Mais malgré le feu de Cordouan, malgré le phare, c'est une zone de très grande difficulté nautique. Et les pilotes sont les seuls à connaître suffisamment bien la côte pour pouvoir naviguer, sachant qu'il faut passer au plus près, parce que les profondeurs les plus importantes sont justement le long de la côte de Saint-Palais, par exemple. C'est à partir de leur maison du Verdon que les pilotes, véritables aiguilleurs des mers, organisent à tour de rôle la gestion du service aux navires pour les remontées et les descentes de l'estuaire. Il y a un nouveau bateau qui arrive, on crée une planchette, de ce qu'on appelle une planchette, vous voyez. Le bateau il arrive, on le met là, et puis après au fur et à mesure, il va jusqu'à quai, et puis après on le redescend. Donc une planchette c'est un bateau. Et donc il y a le moment où vous prenez le cas, là, je sais pas moi, là on a des heures précises, bon, vous prenez ce bateau là, il n'y a pas d'heure, il arrive le 17. Le 17 c'est demain, il doit charger à Donge, c'est un pétrolier, il va charger à Donge. Bon, c'est son départ de Donge qui va conditionner son arrivée ici. Bon, ça se trouve dans l'après-midi, je vais avoir une heure précise. Donc une fois qu'on commence à avoir une heure précise, on le met dans les montées certaines. Et puis après on organise. Et donc après, vous voyez, après on gère les pilotes pour dire un tel fait tel et tel bateau. On ne se rend pas compte de la logistique qu'il y a derrière. C'est qu'il faut mettre les pilotes à bord, il faut les récupérer. Soit on met une voiture, soit on a nos chauffeurs qui viennent le chercher. Il y a toute cette logistique qui va derrière, quoi. Et c'est vrai qu'on n'imagine pas. On n'imagine pas non plus le nombre de navires et de marins engloutis par l'océan en cet endroit. Il y a là un véritable cimetière de bateaux, bien connu des plongeurs de l'Adamac, le club subaquatique de la Cotinière. Nous plongeons actuellement sur l'épave du Paul Ier du nom de son inventeur. C'est une épave en bois d'une trentaine de mètres de long qui a été découverte il y a quelques années, sur laquelle nous menons un sondage depuis maintenant 2 ans. Et cette année, nous avons eu la chance de découvrir la cloche du navire, ce qui est vraiment formidable, parce que nous allons peut-être avoir la chance d'avoir soit le nom du navire, soit une date. Et par rapport aux archives que l'on a déjà sur les naufrages qui ont eu lieu le long de cette côte, nous allons pouvoir identifier ce navire.
Donc en juin 2008, nous avons plongé avec le club de la Danac sur une épave qui est au large de l'île de Léron, par 15-20 mètres de profondeur, et sur laquelle on a trouvé un loch et une fourchette qui nous ont permis l'identification du navire, qui en fait l'épave du vapeur anglais, le Durley. Donc des recherches ont été menées aux archives départementales et on a retrouvé l'histoire de ce naufrage. Nous sommes en avril 1887. La tempête fait rage dans l'estuaire de la Gironde et le vapeur se dirigeait sur Bordeaux et le pilote n'a pas la possibilité de monter à bord. Les conditions sont extrêmes, il ne peut pas. Et comble de malchance, le vapeur va avoir une avarie moteur et il va dériver suite à cette avarie pour faire naufrage sur le plateau de la Charbonnière sur l'île de Léron. On a l'exemple type de l'utilité de ces pilotes puisque dès le départ, si le pilote avait pu gagner le navire, il aurait vraisemblablement pu en éviter la perte. Aujourd'hui, grâce à l'hélicoptère, nous sommes en mesure de mettre à bord des pilotes dans des conditions, ou de récupérer des pilotes dans des conditions de météo où le bateau pilote n'aurait pas travaillé, il aurait été à l'abri bien avant. Avec l'hélicoptère, on peut voler jusqu'à force 10. 2 jours, les mouvements de navire ne sont pas trop gênants pour les treuillages. Et il est clair qu'on met aujourd'hui les pilotes dans des conditions pires qu'avant à bord des navires. Depuis l'Antiquité, la route de Bordeaux était très fréquentée et les capitaines de navires avaient à leur disposition des cartes grossièrement dessinées et terriblement incertaines. On doit la première carte de la Gironde, datée de 1545, à Alphonse de Saintonge, qui fut pilote de Jacques Cartier. Un pilote hauturier, c'est-à-dire celui qui peut calculer la hauteur des astres. Il utilisait pour cela un instrument rudimentaire, l'arbalète ou bâton de Jacob, pièce de bois sur laquelle coulissent des réglettes et comportant une encoche pour viser le soleil ou les étoiles. Alphonse réalisait des triangulations le long des rivages, complétées par des relevés à la boussole et à la lunette d'approche. Ses va-et-vient sur la côte et l'utilisation d'instruments bizarres lui faisaient courir le risque d'être soupçonné par les paysans et les religieux de se livrer à quelques pratiques hérétiques. Il devait se presser de faire les mesures. Alors, au moment de reporter les indications recueillies, il était bien obligé de faire jouer sa mémoire et un peu son imagination. Sur la carte d'Alphonse, on voit le phare de Cordouan, sous le nom de Ricordane, la Cobre, pour la Coubre, les tours des châteaux d'Oléron, de Royan et de Talmont, et les moulins de Méché, renommés pour leur farine, dont on faisait les gâteaux de mer pour les marins au long cours. Face à cette carte improbable, les capitaines avaient intérêt à choisir un bon pilote. Certes, il y avait les feux, mais quels feux! Afin de guider et protéger le commerce maritime bordelais, le pape Grégoire IX, au XIIIe siècle, avait fait construire à Cordouan une tour d'une dizaine de mètres de hauteur. Des ermites y entretenaient un feu nuit et jour. On a retrouvé des documents accusant les moines de négligence et leur proposant toutes sortes de combustibles propres à accentuer la lumière la nuit et la fumée le jour. Mélange de bois, de pois et de goudron, graisse de baleine, huile de poisson. Mais d'autres feux, ceux des naufrageurs, s'allumaient sur les pointes de Grave et d'Arvers afin de tromper les capitaines et d'attirer les navires à la côte. Les pilotes eux-mêmes n'étaient pas à l'abri de ces mésaventures, dont les romans du XIXe siècle étaient friands. Gurth hissait au mât de sa chaloupe
une immense lanterne de corps. Un pilote se laissait prendre à cette ruse infernale. Bientôt, la quille de son navire venait se briser sur les rochers et la mer se couvrait de débris et d'hommes. On comprend pourquoi, depuis longtemps, les capitaines des bateaux préféraient s'adjoindre des marins connaissant parfaitement l'embouchure de l'estuaire et ses dangers, la rivière et ses embûches, au long des 120 km les séparant du port. Les premiers pilotes furent sans doute des pêcheurs de Saint-Palais, les plus proches de l'embouchure. Et les baigneurs sur la plage ne se doutent pas qu'il y eut ici un port de pilotage jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Les premières embarcations des pilotes étaient de simples canots armés par 4 ou 5 marins et manœuvrés à l'aviron, tel celui avec une petite voile d'avant, reproduit dans l'album de Jouve en 1679. Les pêcheurs, parfois accompagnés de leurs enfants, souvent très jeunes, partaient loin en mer au-devant de leurs clients, naviguant plusieurs jours par tous les temps, dormant dans les voiles, guettant le navire pour arriver les premiers et enlever le marché. Si Cordouan fut le premier phare, chef-d'œuvre d'architecture commencé en 1585, d'autres furent édifiés au cours des siècles afin d'éclairer la route de l'estuaire. Entre la pointe de Grave et la Coubre, en 200 ans, on en compte 22, construits en bois, en pierre ou en fer, et qui furent détruits par le feu, les tempêtes, le recul des côtes, quand ils n'étaient pas démontés et reconstruits plus loin. Il y eut des tentatives de balisage des passes. Les premières balises étaient fabriquées avec des tonneaux ou des paniers d'osier lestés d'une encre. À la fin du XIXe siècle, arrivent les bateaux-feux, comme celui du Grand Banc, ancré au large de Bonance, ou celui de Talé, près du Verdon. Aujourd'hui, il reste 5 phares dont la lumière perce la nuit de l'embouchure. Celui de la pointe de Grave, le 9e au même endroit depuis 60 ans, les autres ayant été détruits par la mer et l'érosion marine. Le phare de Cordouan est appelé à juste titre le phare des rois. Classé monument historique, il se visite à la belle saison depuis le Verdon et Royan. La Coubre, 64 mètres, le plus haut de tous, domine la côte sauvage en face du banc de la Mauvaise. Terre-Nègre, à Saint-Palais. Il porte ce nom car autrefois, dit-on, on fabriquait ici du charbon de bois. Enfin, le phare du Chay, détruit pendant la guerre, fut reconstruit au milieu des maisons de ce paisible quartier de Royan. Si leur rôle demeure manifeste, les phares de l'embouchure sont maintenant secondés par le radar de la Palmyre, le plus important de France. Ensuite, il est recommandé aux navires et à leurs pilotes de suivre, tels les cailloux du Petit Poucet, les 80 balises semées jusqu'à Bordeaux et surveillées avec constance par ceux du baliseur Gascogne. Ça fait rien, on est sur le point, hein. Hervé, tu me dis quand t'es prêt? Ok. Notre responsabilité, c'est de toujours pouvoir baliser cette passe de l'Ouest, que les bouées fonctionnent, surtout la nuit notamment avec leur feu. Et dès qu'il y a une bouée qui part ou qui dérade, comme l'on dit, de pouvoir la remettre à sa position le plus rapidement possible. Et dès qu'il y a un changement de fond, on se réunit devant des commissions nautiques locales pour décider de l'endroit où on va repositionner les bouées pour permettre toujours aux navires de naviguer en toute sécurité avec un fond suffisant par rapport à leur tirant d'eau. La passe de l'Ouest est signalée en premier lieu par la bouée d'atterrissage, BXA,
qui se trouve à 21 000 du port du Verdon. 4 à 5 000 après la bouée d'atterrissage, les premiers couples de bouées balisent la passe de l'Ouest. Il y a quelques années, on a refait un positionnement des bouées pour un meilleur balisage. Donc on a mis des bouées en couple, l'une en face de l'autre, alors qu'auparavant, elles se trouvaient en quinconce ou dans des virages. La passe de l'Ouest est dangereuse par le fait qu'il y a beaucoup de houles qui rentrent du golfe de Gascogne. Donc des fonds assez élevés au large font déferler cette houle et ça peut être très dangereux pour n'importe quel navire. Les premières traces écrites faisant état de pilotes sur la Gironde ont été relevées par Claude Renard, ancien pilote qui a déchiffré des milliers de documents notariés aux archives de la Gironde. Voici un des registres du notaire Donzo, de la ville de Bordeaux, bien entendu. Ce registre est de 1550 et on a trouvé là le premier document concernant les pilotes de la Gironde. On trouve le nom de 3 pilotes qui s'appelaient Louis Dutour, Pierre de Bonnegarde et Raymond Trier, qui étaient dits bourgeois de Bordeaux, maliniers, ce qui voulait dire marinier à l'époque, et pilote de la rivière de Gironde. En 1681,